Moi, Baba Mal, je suis panafricaniste. C'est pourquoi je regarde et je suis Amani TV. C'est la télé du continent africain. Suivez Amani comme moi. Merci. Bonjour, bienvenue sur Amani TV et ses partenaires. Je suis Hamzat Boukari Yabara, auteur de Africa Unite. Nous nous retrouvons pour la 3e émission de notre série spéciale panafricanisme où tout au long de ce mois de mai, nous revenons sur l'histoire, les origines, les enjeux de ce vaste mouvement historique qu'est le panafricanisme. Lors de la toute première émission, nous avions parlé des origines, puis lors de la précédente émission, nous étions un peu revenus sur la question de l'unité africaine qui s'est posée au tournant des années 60, au moment précisément des indépendances. Ce sont, je dirais, dans les grands moments historiques qu'apparaissent les grands noms et les grandes figures. Il se trouve que le panafricanisme est une histoire qui est jalonnée de grands noms et de grandes figures. On pourrait faire un panthéon du panafricanisme tellement les figures importantes qui sont présentes dans cette histoire sont remarquables. L'une d'entre elles, que j'avais évoquée précédemment, est donc l'intellectuel noir américain William Du Bois, qui est le premier noir docteur de l'université Harvard et qui va être la cheville ouvrière des premiers congrès panafricains. C'est quelqu'un qui est plutôt lié à l'élite et qui a comme vision, comme théorie, l'idée qu'il faut que 10% d'une communauté atteigne un certain niveau économique et socio-culturel et qu'à partir de là, à partir d'une minorité qualifiée, c'est l'ensemble de la communauté qui sera valorisée et mise en avant. À cette position s'oppose Marcus Garvey, qui lui est originaire de la Jamaïque. C'est quelqu'un qui est très populaire, très charismatique, qui sait galvaniser les foules et qui va réunir autour de lui 6 millions de personnes, dont sa vaste organisation l'UNIA. Lui estime au contraire qu'il faut s'appuyer sur les masses, qu'il faut s'appuyer sur le nombre et que c'est par le nombre que nous allons remporter la victoire. À mi-chemin entre Dubois et Garvey apparaît Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, c'est très clairement le champion du panafricanisme. Il est né en 1909 en Gold Coast, donc colonie britannique à l'époque. Il est d'origine Zima, donc un groupe ethnique qui est lié au Akan, qui est au niveau de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Et il construit un parcours de méritocratie qui lui permet de devenir notamment maître assistant au collège Hashimota, qui est l'une de ces institutions coloniales créées par des Africains au tournant des années 1910-1920. Nkrumah organise des rencontres littéraires, des débats politiques. Et par le biais d'un cousin et d'un proche parent, il va être en relation avec un journaliste nigérian parti aux États-Unis qui s'appelle Nnamdi Azikiwe, qui sera plus tard le premier président de la République fédérale du Nigeria. Et donc par le biais de ces contacts, Nkrumah décide en 1935 d'aller étudier aux États-Unis. Pourquoi part-il aux États-Unis? Tout simplement parce qu'on lui a expliqué que, étant sujet de l'empire colonial britannique, s'il veut apprendre à se libérer du colonialisme britannique, il faut qu'il aille se former chez d'autres qui ont vaincu le colonialisme britannique. Et donc les Américains ont fait une révolution pour se débarrasser de la tutelle de la couronne britannique. Il arrive donc à New York en 1935. Au passage, il a appris l'agression de l'Italie, de l'Éthiopie par l'Italie en 1935, donc dans le contexte donc, de la guerre italo-éthiopienne, et il fait le vœu de revenir plus tard libérer le continent africain. Mais c'est d'abord une décennie de combats qu'il va mener aux États-Unis. Le premier combat, c'est contre la précarité. Nkrumah est à l'image de ces millions d'Africains, y compris des jeunes d'aujourd'hui, qui quittent le continent africain avec des revenus insuffisants pour vivre à l'extérieur de l'Afrique. Et donc très rapidement, il doit faire des petits boulots. Il est plongeur dans un restaurant, il est docker sur les ports de New York, il est également dans certaines croisières qui sont menées dans la Caraïbe, et ça lui arrive régulièrement de dormir la nuit dans les parcs comme un clochard. À côté de ça, il décide également de poursuivre ses études et il va notamment étudier à l'université Lincoln et à l'université de Pennsylvanie. C'est un moment très important puisque c'est dans ce contexte-là notamment qu'il va commencer à étudier l'histoire des Noirs américains. Et c'est en étudiant l'histoire des Noirs américains qu'il fait le lien avec son propre rôle en tant qu'Africain et qu'il connecte l'histoire de l'Afrique
à l'histoire afro-américaine. En parallèle à ses études et ses petits boulots, Nkrumah observe la vie politique américaine. Il va dans des réunions chez les républicains, chez les démocrates, chez les socialistes, chez les libéraux, chez les marxistes. Il va vraiment dans toutes les chapelles pour voir un peu quels sont les débats en cours, pour se forger sa propre opinion. Parce qu'il part de l'idée qu'avant de créer sa propre ligne politique, il faut d'abord regarder si on se reconnaît dans le paysage existant. Finalement, en 1945, il décide de partir faire un doctorat en Angleterre. Avant de partir, C.L.R. James, qui est un historien caribéen, qui est l'auteur notamment du premier livre d'histoire panafricaine, Les Jacobins noirs sur la Révolution haïtienne, met Nkrumah en contact avec un de ses amis d'enfance qui s'appelle George Padmore. George Padmore est un ancien militant communiste qui a rompu avec l'URSS en estimant que Staline ne traitait pas du tout de la question coloniale et s'inscrivait dans une approche fasciste dans laquelle les Africains n'avaient aucun intérêt à obtenir. Et donc Padmore est devenu un militant panafricain au tournant des années 30. Lorsque Nkrumah arrive en Angleterre, il est pris en charge par Padmore et Padmore va faire son éducation politique en le mettant en lien avec beaucoup d'autres militants africains présents en Angleterre. Et c'est dans ce contexte-là que Nkrumah va ensuite retourner au Ghana, en Gold Coast, et mener le Ghana à l'indépendance. Et donc le parcours de Nkrumah, il est en soi très intéressant parce qu'il montre comment quelqu'un parti du continent va se former dans la diaspora et ramène avec lui toute une dynamique venue de la diaspora. Puisque lorsque Nkrumah devient le Premier ministre et le président du Ghana, beaucoup d'Afro-Américains voient en Nkrumah l'un des leurs. Et c'est ce qui explique pourquoi beaucoup de Noirs américains décident d'aller s'installer au Ghana parce qu'ils savent qu'à la présidence du Ghana, il y a un homme qui est venu prendre le café dans leur cuisine, il y a un homme qui connaît leur histoire en tant que Noirs américains et qui connaît leurs problèmes. Et donc dès que Nkrumah est à la tête du Ghana, il va utiliser le Ghana pour soutenir également les mouvements de libération noirs américains. Il va faire plus que ça, puisque en avril 1958 et en décembre 1958, il va organiser 2 conférences. Celle d'avril 1958 est pour les États indépendants de l'époque, notamment l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan, la Tunisie, le Maroc, la Libye et le Libéria. La deuxième conférence en décembre 1958 est encore plus importante. C'est la conférence des peuples panafricains, la conférence de tous les peuples africains. Lors de cette conférence, vous avez à peu près, je dirais, le gratin du panafricanisme. Vous avez les militants nationalistes camerounais, notamment Félix Moumié, qui a pris la succession de Ruben Oumniobé. Et l'UPC sera traqué et tous les leaders de l'UPC seront assassinés jusqu'à Ernest Wandi en 1971 par l'impérialisme français. Vous avez des intellectuels, notamment Joseph Kizerbo, grand historien burkinabé, qui écrira un peu plus tard l'histoire de l'Afrique noire d'hier à aujourd'hui et qui sera la cheville ouvrière du projet de l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Vous avez Frantz Fanon, donc un médecin d'origine martiniquaise, qui est parti ensuite exercer en Algérie et qui va rédiger notamment 2 ouvrages très importants, Peau noire, masque blanc, sur vraiment la question de la désaliénation et surtout Les damnés de la terre, qui va être un peu, je dirais, le livre de référence de tous les mouvements révolutionnaires. Et Fanon est engagé en tant qu'ambassadeur du gouvernement provisoire de la République d'Algérie à Accra. Et puis surtout, vous avez Patrice Lumumba. Patrice Lumumba est originaire du Congo, le Congo belge. Il est d'origine Tétéla, donc c'est un groupe qui est plutôt au centre du pays. Et à la fin des années 50, il commence à développer une vision nationaliste qui va devenir fondamentalement panafricaniste après son séjour à Accra. Parce que lui et Nkrumah décident tout simplement de faire de l'indépendance du Congo l'objectif de la suite de la libération du continent africain et quelque part le centre de la libération du continent africain. Et donc un accord est passé entre Nkrumah et Lumumba pour faire de Léopoldville, Kinshasa actuelle, la future capitale des États-Unis d'Afrique. Donc évidemment, le séjour de Lumumba à Accra alerte les renseignements occidentaux, américains, britanniques, français, canadiens, qui commencent à comprendre que Lumumba est un personnage qu'il faut éliminer. Et c'est dans ce contexte-là notamment que
peu après l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960, après le discours historique tenu par Lumumba devant le roi des Belges, eh bien, toute une machination avec une sécession du Katanga et du Kasaï, avec un certain nombre de complots à l'échelle internationale, est mise en place pour éliminer Lumumba. D'autres figures ont été éliminées précédemment. On peut citer Barthélemy Boganda, qui au niveau de ce qui est aujourd'hui la République centrafricaine décède dans un accident d'avion en mars 1959, alors qu'il avait le projet d'une grande République centrafricaine dans laquelle il y aurait, en plus de la Centrafrique actuelle, eh bien, le Congo, le Tchad, le Gabon, le Cameroun et même l'Angola, dans ce que certains appelaient des États-Unis d'Afrique latine. Autre personnage très important, qui lui va prendre la succession de Kwame Nkrumah après la chute de celui-ci en 1966, c'est Julius Nyerere. Là, nous sommes du côté de l'Afrique de l'Est. Julius Nyerere est le président de la Tanzanie. La Tanzanie est probablement le seul pays panafricain en tant que tel. C'est la réunion entre la République unie de Tanganyika, la partie continentale, et l'archipel de Zanzibar, à la suite d'une révolution qui chasse le sultanat arabe qui avait obtenu l'indépendance au niveau de Zanzibar. Et donc Nyerere, en tant que président de la Tanzanie, va héberger chez lui le comité de libération de l'OUA, et à partir de 1967, il va opérer une rupture stratégique panafricaniste en prononçant la déclaration d'Arusha, où il estime que l'Afrique, la Tanzanie, doit se développer à partir d'un modèle endogène. Et donc la rupture proposée par Nyerere va s'inscrire, je dirais, dans une lignée qui sera reprise quelques années plus tard, notamment par Thomas Sankara au niveau du Burkina Faso. C'est cette idée que le panafricanisme repose sur la capacité à mettre en place des systèmes d'autosuffisance, à sortir de la dépendance vis-à-vis de ce qu'on appelle les bailleurs de fonds ou les instances financières, les institutions financières internationales, se fonde sur le travail du peuple vis-à-vis de la terre, puisque nous avons 30 millions de kilomètres carrés, et nous avons les terres les plus riches et les plus arables du monde, se fonde également sur une nécessité de nous réancrer dans notre patrimoine historique et culturel. Et dans le cas de la Tanzanie de Nyerere, ce sera notamment la mise en avant du Swahili. Cette idée qu'il faut que nous nous développions et que nous mettions en place notre propre système international panafricain en valorisant nos langues africaines. Donc la Tanzanie va être vraiment le cœur d'une révolution, également intellectuelle, avec ce qu'on appelle l'école de Dar es Salaam, dans laquelle quelques-uns des plus brillants historiens, politologues, juristes, économistes viendront débattre, et parmi eux figure Walter Rodney, originaire notamment de la Guyana. Puisque dans ce contexte-là des années 60, les figures du continent africain, qu'il s'agisse de Nkrumah, qu'il s'agisse de Nyerere, qu'il s'agisse également de Mandela, de Miriam Makeba, ces figures inspirent également la diaspora. Et dans la diaspora, nous avons notamment des connexions qui se font. L'une, très intéressante, s'inscrit dans un cadre géopolitique. C'est la tricontinentale de la Havane. Fidel Castro a fait une révolution à Cuba en 1959 avec Che Guevara. Il a voulu soutenir également les lumumbistes après l'assassinat de Lumumba pour faire du Congo un foyer révolutionnaire au même titre que l'Amérique latine et le Vietnam. Ce sera un échec, mais néanmoins, Cuba va maintenir une diplomatie panafricaine qui va notamment amener Fidel Castro à inviter personnellement l'un des plus grands leaders panafricanistes de notre histoire, le Bissau-Guinéen et Cap-Verdien Amilcar Cabral, à la tricontinentale de la Havane. Cabral va être aussi l'une des figures centrales de l'histoire du panafricanisme et va mener, même s'il décède peu avant, le PAIGC à la libération de la Guinée portugaise et du Cap-Vert. Un autre personnage, là aussi directement dans la diaspora, qui va aussi s'appuyer sur toutes ces figures africaines, c'est Malcolm X. Malcolm X, c'est un peu, je dirais, l'autre face de la pièce que représente donc le mouvement pour les droits civiques, qui est celle du Black Power. Vous avez Martin Luther King d'un côté, Malcolm X de l'autre. Ce qui est très important à comprendre, c'est que ces deux leaders se sont tous les deux retrouvés autour du Ghana de Kwame Nkrumah, mais à deux moments différents. Dans le cas de Martin Luther King, c'est au moment de l'indépendance du Ghana,
où il est invité et il devient vraiment une figure internationale avec laquelle il faut compter. Et dans le cas de Malcolm X, c'est après sa rupture avec Nation of Islam où il va entamer 2 tournées en Afrique et se rend notamment au Ghana. Et il sera extrêmement marqué par la réception qu'il a eue au Ghana et par le soin que les Ghanéens mettent à protéger leur président. Il faut savoir que c'est au lendemain de cette visite au Ghana que Malcolm X va proposer de créer l'Organisation de l'Unité afro-américaine qui devait réunir tous les Noirs de la diaspora dans une organisation parallèle à celle de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc toutes ces figures, Frantz Fanon, Malcolm X, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Myriam Makeba, Amilcar Cabral, ce sont des noms qui sont régulièrement scandés par notre jeunesse aujourd'hui. Ce sont des noms que nous voyons dans le paysage. Mais combien d'entre nous ont pris réellement la peine de s'intéresser à leur histoire? Combien d'entre nous ont réellement pris la peine de lire ce qu'ils développaient comme discours et comme idées? Et c'est là, je pense, un des enjeux les plus importants de la réhabilitation du panafricanisme. Sortir des grandes figures et s'appuyer sur les idées que nous ont laissées précisément nos aînés et sur les plans qu'ils ont tracés. Parce que sur bien des cas et sur bien des problématiques auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui, plus que scander les noms des figures, c'est à leurs idées qu'il faut s'intéresser et ce sont leurs idées qu'il faut aujourd'hui faire renaître dans le cadre de ce concept de renaissance africaine tel qu'il a été exposé au lendemain de la chute de l'apartheid. Et ce sont justement les problématiques contemporaines liées à l'héritage de ces figures que nous aborderons dans la prochaine émission de notre spécial panafricanisme. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.